nous, ça fait 10 ans qu'on est sur des problématiques d'intelligence artificielle appliquée au contenu. On est arrivé sur ce sujet notamment parce qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont inhumaines. Et donc on était, alors pas dans le domaine des médias, mais on était dans la production automatisée de fiches produits. Donc faire 30 000 fiches produits, c'est inhumain. Et donc on a racheté l'AppSense et on a développé l'AppSense sur d'autres verticales. Donc moi je suis le patron et on va parler de différents sujets, mais on est historiquement dans le domaine du traitement automatisé des langues, qui fait partie du domaine de l'intelligence artificielle. Et on va parler de ChatGPT, on va parler de plein de choses. Et on va parler donc tagage, génération et automatisation. Alors déjà, je vais commencer par un petit quiz rapide. Qui produit du contenu ici? Donc vous êtes au bon endroit. Voilà, texte, image, vidéo. Qui utilise déjà de l'IA? D'accord, alors c'est marrant. Généralement, on a plus de mains qui se lèvent. Donc ça peut être de l'IA pour analyser, ou pour générer des contenus. Donc, alors maintenant, je ne sais plus, 50% des enfants ont utilisé ChatGPT. Donc vos enfants utilisent ChatGPT. Donc c'est une vraie révolution, et c'est une révolution d'usage notamment. Et c'est un peu un nouveau monde. Qui a déjà produit plus de 1000 contenus avec de l'IA? Donc bravo. Voilà, généralement c'est un vrai sujet. C'est que ChatGPT c'est très bien pour produire on va dire, ou analyser un contenu, mais après quand on est sur des problématiques de masse, il y a un vrai sujet d'industrialisation, et notamment on va parler d'hallucination, mais comment on gère les erreurs que peuvent générer ces IA. Alors je reviens un peu en arrière, mais la première révolution, c'était la révolution Internet. Internet a cassé les barrières, il n'y avait plus de contraintes physiques, et ça date. Et Bill Gates à l'époque avait dit qu'avec Internet, le contenu allait devenir roi, parce qu'en effet, il n'y avait plus de contraintes pour accueillir du contenu. Et notamment dans les médias, on est passé d'un monde où il y avait une contrainte physique. Alors c'est le papier, mais ça peut être le temps d'antenne, ça peut être à la radio ou à la télé. Voilà. Et aujourd'hui, on a bien conscience, il n'y a plus de limite. En fait, on peut produire pratiquement de manière illimitée des contenus. Il n'y a pas de contrainte physique à le faire. La problématique, c'était que on a fait sauter la contrainte technique, mais il y a une contrainte humaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de produire tous les contenus. Donc il y a presque il y a des lecteurs, pour autant, des bulletins météo, des articles de tennis, voilà, sur plein de sujets, il y a une appétence, mais il n'y avait pas la capacité à nourrir et donc à vraiment utiliser le potentiel d'Internet. Donc la deuxième révolution qui est en cours, c'est l'IA, et qui permet de tirer en fait parti d'un certain nombre d'opportunités éditoriales. Si je prends les médias, on peut avoir Ouest France qui peut aller partout produire du contenu sur tous les sujets, sur toute la France. Donc il n'y a plus de limite physique pour produire du contenu. On peut être sur des contenus serviciels, pareil, pas de contrainte. Sur les résultats sportifs, pareil, aucune contrainte. On peut parler de tous les sports et produire du contenu au niveau local, au niveau amateur. Il y a des enjeux business, après, c'est des choses qu'on voit beaucoup, notamment dans les médias, mais il y a une opportunité de développer des formats sur le content to commerce. Il y a un monde infini de produits à proposer à ses clients. Il y a un enjeu sur le tagage, on a beaucoup d'archives, beaucoup de contenus, et comment on les valorise, comment on les met en avant et on les classe. Et après, il y a aussi produire des contenus sous paywall, et là pareil, un véritable enjeu à produire des contenus qui sont exclusifs, donc pas produisibles, donc de façon assez intéressante. Il y a aussi des contenus produits par des IA, mais qui sont uniques et qui ont une valeur derrière des paywalls. Le dernier point, c'est un sujet de diffusion. C'est qu'avant, il y avait on va dire qu'un format à produire pour nourrir par exemple le papier. Maintenant, il y a le site web, il y a les newsletters, il y a les réseaux sociaux, il y a les chatbots, il y a les podcasts, il y a plein de choses et d'adaptation de format. Et aujourd'hui, j'ai eu 2-3 discussions sur ces sujets-là. C'est comment j'adapte mon format pour chaque canal. Voilà, donc il y a plein de problématiques, enfin il y a plein d'opportunités, mais il y a plein de problématiques parce que on a quand même un problème structurel, c'est que l'humain coûte cher et puis il ne peut pas tout faire. Et quand je dis coûte cher, c'est que il y a des contenus qui méritent d'exister, mais qui n'ont pas forcément de ROI s'ils coûtent 400 €. Donc il y a ce sujet
du ROI. Et il y a un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup de data. Donc historiquement, nous, on est vraiment, on a un focus sur des sujets où il y a beaucoup de data. Et on est dans un monde où il y a de plus en plus de données, donc des données sur les matchs, les résultats sportifs, élections électorales, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que l'IA peut vous aider. Alors, elle peut vous aider à valoriser votre contenu. C'est un des premiers sujets. Je vais essayer de passer assez rapidement parce que je pense que le temps passe vite. Alors là, on est dans une logique où on part du contenu et on va vouloir taguer. Donc, vous avez produit énormément de contenu, vous avez des archives. Là, on va, via des systèmes, permettre de le classifier, catégoriser, de le taguer, identifier de qui on parle, dans quel contexte. Donc, c'est à la fois assez simple. C'est historiquement fait par les rédacteurs éventuellement ou derrière par des personnes, mais il y a des vraies problématiques d'uniformisation, de cohérence et donc de façon de procéder. Et très souvent, surtout, c'est pas fait. Et donc nous on a un système qui va permettre, alors c'est des IA, alors on le fait, il y en a d'autres qui le font, hein, mais l'idée c'est de vous montrer des cas d'usage et voilà, on va partir d'un article et on va permettre la catégorisation selon les catégories du média, selon les catégories IPTC qui sont des catégories standards, et on va identifier les concepts, alors ce qu'on appelle syntagmique, donc des concepts un peu plus complexes, et tous les mots-clés, les entités nommées associées. Donc ça va faciliter le linking, faciliter la découverte des contenus, et en live, on va dire, et sur les archives, permettre un gain de temps. Donc ça facilite le travail. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on est en API, donc connecté au CMS, et donc ça permet de gagner du temps sur cette partie-là. La cohérence et la qualité, puisqu'on est en live sur des énormes corpus et des bases d'apprentissage, donc on va permettre d'identifier plus facilement toutes les personnes et tous les sujets dont on va parler. On rejoint aussi le sujet de l'exhaustivité. Voilà. Et après, on peut personnaliser. Donc l'intérêt, c'est non seulement ça fonctionne, dès qu'on connecte les systèmes, ça fonctionne, mais on peut personnaliser, puisque entre une rédaction en Belgique, en France ou dans d'autres pays, il n'y a pas forcément les mêmes intérêts, il n'y a pas forcément les mêmes sujets qui sont traités. Et après, les bénéfices business, ils sont importants. On va être sur des sujets de SEO. Très souvent, vos pages tags, alors pour ceux qui ont des médias, les pages tags, c'est l'enfer. On a du mal à les peupler, on a du mal à identifier quelles sont les bonnes pages tags. Donc là, ça va permettre de les identifier et de les nourrir. Et ça va permettre après d'améliorer la navigation et la contextualisation. Deuxième sujet, donc l'IA va vous permettre de générer du contenu. Alors qu'on en parlait il y a 3-4 ans, ça faisait un peu rigoler. Maintenant, encore une fois, on est dans une nouvelle ère. Donc je reprends Bill Gates, parce que même si je ne suis pas un grand fan de Microsoft, Bill Gates sur ces sujets-là, c'est bon. J'avais parlé d'une première révolution qui était celle de la digitalisation. On est aujourd'hui dans une nouvelle ère où l'IA va prendre une place croissante sur un certain nombre de sujets et le contenu en est un. Donc je pense que vous connaissez tous cette interface. Tout le monde a testé GPT. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Il y en a plein d'autres. Hein, maintenant, ça vient s'insérer dans Bing, dans Google, etc. Donc pareil, je pousse tout le monde à tester, puisque c'est là. Qui a testé Midjourney? Voilà, donc, alors Midjourney était très en avance sur toutes les IA. Maintenant, DALL-E 3 est quand même très bon. Il y a Stable Diffusion, il y a un certain nombre d'autres IA qui arrivent. Donc ça évolue très très vite. Là, on voit certaines images qui étaient générées il y a un an. On avait des doigts on avait des mains avec 6 doigts, etc. Donc ça existe toujours, mais on va dire qu'il y en a moins. Alors sur la partie vidéo, il y a un grand sujet. Alors je vous ai mis moi, mais ça c'est Runway. Donc il me déforme et je ressemble plus trop à moi-même. Et sinon il y a Pika qui va être un grand sujet. Donc on voit que ça arrive aussi sur des sujets vidéo. Et donc là, on part du texte, on part d'images et on peut générer un certain nombre de choses. Donc derrière Pika, alors ça pixelise un peu, mais il y a tous les grands pontes de l'IA qui sont soit actionnaires, soit qui travaillent là-bas. Donc c'est un des sujets, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est non seulement sur du texte, mais on est sur du text to voice, donc on va avoir des voix qui ressemblent à des vraies voix, et vous avez déjà dû voir un certain nombre de choses, et on va arriver sur des sujets vidéo. Avec une vraie question pour autant, parce qu'on a déjà eu, ce que je vous ai montré là sur la vidéo, les animations, ça existait il y a 4-5 ans aussi. Voilà, la question souvent, c'est comment on industrialise tout ça. Alors, je ne vais pas réussir à m'en sortir. Voilà, et après sur les cas d'usage textuel, alors ça c'est un certain nombre de cas d'usage sur lesquels nous on a pu travailler avec des médias. Donc je ne vous fais pas tous les cas parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de cas qui sont assez intéressants. Quand on est sur la génération native, on a tendance à être sur nos IA symboliques parce que c'est plus maîtrisé, on est sur des sujets
où on va éditorialiser la data. Ce qui marche assez bien quand on est sur du GPT, du cloud anthropique, etc. Alors je mentionne différents LLM, pas pour des contraintes publicitaires, mais parce qu'il y en a différents. Et il y a des modèles qui sont plus ou moins bons. GPT 3,5, 4, généralement sont meilleurs. On va avoir beaucoup de choses qui vont tourner autour d'un contenu, c'est-à-dire pouvoir résumer un contenu, pouvoir faire des sondages à partir d'un contenu, pouvoir faire des quiz à partir d'un contenu. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a déjà une valeur dans le contenu, dans ces articles, et on va pouvoir en tirer un peu plus et éditorialiser ou animer son contenu. Je suis très vigilant, alors ça va peut-être bouger, mais il y a plein d'articles qui ne seront jamais rédigés par des IA, pour la simple et bonne raison que très souvent un article à forte valeur journalistique est assez unique, c'est une analyse, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu et c'est très difficile pour une IA de faire ça ex nihilo. Les IA sont très souvent assez bonnes pour partir soit de data, soit de contenu existant pour ensuite en faire soit des contenus ou des contenus dérivés. Sur la génération et sur ces logiques de tout ce que j'ai pu vous montrer en termes de génération via des systèmes qu'on appelle des LLM, donc des grands modèles de langage, on va très souvent être sur des logiques de gain de temps pour la rédaction. On va être aussi sur un intérêt pour trouver des idées, des possibilités de reformuler. Et après aussi, on peut générer dans différentes langues et différents formats. Alors ça, c'est très bien, tous ces modèles. Par contre, j'avais évoqué un certain nombre de problèmes associés. Alors le premier problème, si vous avez des enjeux SEO, et généralement le SEO est un sujet central, c'est que c'est assez identifiable comme des contenus étant générés par des IA. Il y a des problématiques de variabilisation si vous faites plusieurs contenus, et puis il y a des patterns, donc il y a des logiques, on est dans des chaînes de Markov, donc vraiment avec des logiques où il y a une prédictibilité des termes. Donc souvent il faut arriver à prompter et à gérer ça pour éviter ces problèmes-là. Ensuite, on parle souvent d'hallucination. Donc, hallucination, ça recouvre un certain nombre de problèmes, des problèmes de data, des problèmes parfois même d'orthographe, de grammaire et de logique. Je prends un exemple. On était sur... il y avait un vote sur les mobilités à Paris et on parlait des trottinettes et je demandais à ChatGPT de me donner les raisons pour ou contre les trottinettes à Paris. Et il a été capable de me générer un article en me disant que dans les arguments en faveur, c'était très bien pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Donc voilà, je ne voyais pas très bien mes parents ou des personnes à mobilité réduite sur des trottinettes, mais là on est vraiment dans des problématiques de symboles et de logique. Ensuite, on a des problèmes avec les images. Alors comme je l'évoquais, ça évolue assez rapidement, mais on a toujours des soucis. On a travaillé, nous, on a généré plusieurs milliers d'images sur DALL-E notamment et sur Midjourney. On voit bien qu'il y a quand même des problématiques parfois sur les images générées par l'IA. Et d'ailleurs, très souvent, on arrive encore à les identifier. Et ensuite, on peut passer beaucoup de temps. Moi, je connais des gens qui passent des journées entières à travailler sur des prompts pour arriver à un résultat. Je prends un exemple. Les IA nativement ne comprennent pas le nombre de mots. Donc, essayer de lui demander de faire un article en 300 mots, en fait, il n'y a pas de gestion des mots. Donc, on peut faire plus court, plus long, mais il y a un vrai enjeu sur ça. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique, c'est comment industrialiser tout ça et produire des milliers de contenus. On voit quelqu'un qui est dans le doute. Je vous invite à regarder, c'est une petite parenthèse, mais culturelle, à voir le film Her. Il y a plein d'autres films intéressants sur l'IA. Her est assez intéressant dans la relation et l'évolution de l'IA. Voilà. Et pour autant, l'IA peut aider à automatiser le contenu. Alors, c'est historiquement des sujets sur lesquels nous, on est. Et on est dans des logiques où on peut... c'est l'histoire de l'humanité, d'industrialiser des choses qui sont pénibles. Là, on est dans l'IA symbolique. Dans l'IA symbolique, on va maîtriser. Donc, c'est ce qu'on appelle le old-fashioned IA, enfin AI, ou le rule-based AI. Donc, on va gérer via des algorithmes, via des règles, via des paramétrages, un certain nombre de gestion, tout ça pour produire des contenus à la fin. Donc, alors nous, on a développé une plateforme qui permet de faire ça en masse. Donc on va intégrer tout type de données selon les univers. On travaille non seulement pour des médias, mais on travaille dans le tourisme, on travaille dans l'e-commerce, dans la finance. Et on va donc intégrer toutes ces données. Et très souvent, d'ailleurs, je le dis, on est sur des sujets où, quand on automatise, on est sur des sujets inhumains avec énormément de data.
Et donc toutes ces données vont être intégrées à la machine. Sur la machine, on va retrouver un certain nombre d'IA maîtrisés et on va avoir des linguistes qui paramètrent ces projets pour générer alors, des articles, des contenus SEO, tout type de contenu. Et on a aujourd'hui produit plus de 400 millions de contenus. Donc tout à l'heure, je parlais de combien de contenus vous avez produit avec de l'IA. Voilà, nous on produit tous les jours 50 000 contenus. Alors c'est tout ce qui est inhumain. On fait la météo sur 36 000 communes. On fait 3 000 matchs ou même 4 000 matchs de rugby et de football amateur par week-end. Donc voilà, avant il n'y avait pas de contenu sur ces formats-là. Là on peut le faire. On fait les élections. On peut faire plein d'autres formats sur d'autres verticales. Et on est sur des sujets où il n'y a pas d'hallucination et on va maîtriser ce qui est produit. Et alors quand on parle d'automatisation et de masse comme ça, on est aussi sur des sujets où il faut tout maîtriser parce que si on passe beaucoup de temps à produire des contenus, il ne faut pas que les gens passent beaucoup de temps à les intégrer et les formater. Donc tout est géré, on va gérer les tags, le formatage, le linking, etc. Les images enrichies, donc en fonction, et alors là on peut faire un certain nombre de choses assez intéressantes, les infographies, et on va même sur des sujets type vidéo ou vocal. Et on va adapter, souvent on nous pose la question, oui mais pour les réseaux sociaux on peut adapter, on peut générer des emojis, des hashtags, pareil, adaptés au contenu. Et sur la presse, on peut être dans des logiques, on va adapter le contenu, produire un contenu qui rentre dans un format donné dans les titres de presse. Voilà, et la révolution à ce niveau-là, c'est que on est vraiment sur la masse, donc on peut produire en un clic beaucoup de contenu ou un contenu très rapidement. Donc à la fin d'un match, on peut être les premiers à sortir un contenu. Quand on est sur les élections, des grosses volumétries, on peut aussi gérer ces volumes-là. Il y a un enjeu économique. On produit là des contenus qui n'auraient pas de rentabilité avec une production classique. Pour autant, il y a un lectorat, donc c'est ça l'intérêt. Et donc il y a un vrai intérêt aussi à pouvoir répondre à cet enjeu économique. Au niveau qualitatif, donc on gère quand on est dans le rugby ou quand on travaille pour l'équipe ou quand on travaille pour des marques de luxe, on va gérer les niveaux de langage. Alors très souvent d'ailleurs, c'est assez marrant, dans le luxe, il y a toujours une bonne façon de dire les choses, donc on peut être coincé parfois. On a une culture très SEO, donc à variabiliser les formulations. Voilà, dans certains cas de figure, on peut être un peu plus limité, mais très souvent le sujet, c'est le sujet SEO, donc variabilisation, intégration sémantique, linking, et on a 4 algos de duplicate, donc on arrive à comparer tous les textes entre eux, N à N, pour les mathématiciens. Et après, intégrer les clics sémantiques, par exemple, vous pouvez prioriser les clics sémantiques, les clics CLI, QE, en disant tel mot, c'est 25 mots de clic, et dire il faut se concentrer là-dessus. On peut optimiser, en fait. C'est-à-dire on peut gérer les répétitions, les anaphores, etc. Donc on va assez loin sur ces logiques-là. Et après, comme on a des algos de duplicate, on va pouvoir comparer tous les contenus selon 4 algos de duplicate. Google en utilise 2 a priori. Mais voilà, c'est un des enjeux sur ça. Et c'est très lié à la sémantique utilisée. Ce qui peut être intéressant, là je ne l'ai pas mis, mais on peut aussi travailler sur la conversion. Alors ça devient un sujet, enfin c'est un sujet croissant parce qu'il y a les abonnements pour la presse, mais typiquement on peut faire X variations de texte et voir celui qui clique le plus pour avoir des clics et des abonnés. Voilà, donc ça c'est un certain nombre de cas clients et d'accélération, de reconnaissance qu'on a pu avoir. Les bénéfices pour nos clients, c'est gain de temps. Alors, on est en millions de jours, voilà, comme je l'évoquais, on est très souvent sur des sujets qui sont inhumains, et donc on va essayer de les aider là-dessus, gain de revenus et gain de trafic, qui sont très souvent liés dans les médias. Les cas d'usage, alors j'ai évoqué un certain nombre de cas d'usage. Il y a tout ce qui est info local. En France, on a la particularité, je pense qu'on doit avoir un tiers ou un quart des communes en Europe. Donc, dès qu'on veut toucher toute la France et toutes les communes, on parle de 35 000 communes. Voilà, il y a de la volumétrie. Donc, tous les sujets météo, alerte, vigilance, alors ça c'est des gros sujets en ce moment, on gère les alertes, etc. de façon dynamique, la qualité de l'air, donc tous ces sujets qui sont ultra locaux sont plutôt très demandés. On a tout ce qui est information servicielle, programme télé, à quelle heure, sur quelle chaîne, qui sont aussi des sujets
à faible valeur journalistique, mais pour autant utile pour des lecteurs. Le sujet politique, encore une fois, on n'a pas vocation à remplacer, faire des analyses politiques, mais on va mettre en lumière un certain nombre d'informations locales, des informations issues de l'INSEE, et après annoncer les résultats le soir des élections. Les résultats sportifs, idem. Alors on travaille à la fois pour des fédérations et des ligues. Voilà, le véritable intérêt, en tout cas à nos yeux, c'est quand même de traiter de la masse et des sports amateurs qui ne sont pas couverts dans ces cas-là. Et on n'est pas on est lié à la data, donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et il y a même des dangers dans la data. Pour les amateurs de sport, par exemple, c'est pas parce qu'on domine 80% du temps un match et qu'on a le ballon qu'on a fait un très très bon match. Donc c'est plus complexe que ça. Alors on rentre dans des styles narratifs et on essaye d'analyser tout ça, mais voilà, la data peut parfois être trompeuse. Et dans l'immobilier, pareil, énormément de data sur les prix de l'immobilier au local. C'est des formats qu'on traite. Les bénéfices clés, donc on retrouve les gains de temps, le trafic, des nouvelles rubriques. Très souvent, on est sur des enjeux aussi d'ouvrir des rubriques ou d'aller sur la proximité. Avec un sujet parfois sur la proximité, c'est qu'on met en lumière parfois même des grands quotidiens locaux ont du mal à nourrir d'autres contenus que les nôtres, leur page ville. Voilà, et après on travaille dans différentes langues, on travaille en Italie, en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Et par rapport à ces sujets-là, sur l'IA symbolique, on va traiter beaucoup des limites de ce qu'on appelle le machine learning ou LLM. On va maîtriser la variabilisation, on va gérer toutes les problématiques de data, de symbolisme, etc. Tout ça, c'est traité. Les images, alors on peut gérer des images enrichies en masse. Voilà, donc plein de sujets qui permettent l'industrialisation. L'avenir, on va dire, alors l'avenir, on le voit déjà, hein, c'est l'hybridation, c'est le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, moi, je parle de rédaction classique, donc de rédaction semi-automatisée et de rédaction automatisée. Le semi-automatisé, c'est un peu comme la conduite autonome qu'on voit arriver, c'est qu'il faut rester derrière le volant parce qu'à un moment donné, ça va vous envoyer dans le mur. Tout ce qui est ChatGPT et autres, que ça soit industrialisé ou pas, il y a besoin d'avoir quelqu'un quand même qui regarde. Et quand on est sur du totalement automatisé, c'est comme quand on a appris toute la ville par cœur et qu'on a toutes les règles. Là, il n'y a pas de souci. Il y aura deux types d'hybridation. L'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, donc là c'est le semi-automatisé. Ce qu'on voit aussi, c'est que nous on travaille sur l'hybridation entre l'IA symbolique et le machine learning pour arriver à maîtriser justement et s'assurer que les calculs sont bons et qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Alors pour la première partie, on a lancé une plateforme qui permet de mettre dans les mains de tout le monde en fait des IA. Donc ça c'est cette logique de dire, alors, nous on l'a fait, mais voilà, vous allez le retrouver dans de plus en plus d'outils, des modèles type ChatGPT, etc. intégrés avec une valeur ajoutée, avec l'intégration de data. Donc on l'a lancé d'abord dans l'immobilier, on est en train de l'ouvrir à tout le monde parce que voilà, aujourd'hui c'est accessible, on va dire, via ChatGPT. On est aussi dans cette logique où on pense qu'on peut aller un peu plus loin que ce que fait ChatGPT sur certains aspects. Et donc on intègre avec de l'open data, on paramètre pas mal de choses pour que ça soit plus simple à utiliser. On est non seulement sur du GPT 3.5, 4, mais sur d'autres IA. Et tout ce qui est fait dans la plateforme peut aussi après être intégré via API. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On est à peu près dans les temps. Ça, c'est juste pour dire que le futur... Alors, j'ai tendance à mettre des lunettes roses, donc je pense que le futur pour la rédaction classique est là. Il n'y a pas de... Enfin, moi, en tout cas, on parle souvent de métiers remplaçables, donc je pense qu'il n'y a pas de... Je ne vois pas les IA raconter des choses intéressantes. L'IA va très souvent être un outil, donc après il sera plus ou moins bien utilisé. Donc on est là pour s'assurer que l'IA soit bien utilisée au profit, pour aller plus vite sur certains aspects, la reformulation, voilà un certain nombre de cas qu'on a pu lister. Voilà. Et après, quand on est sur l'automatisation, là on est sur des tâches inhumaines, donc on restera sur des logiques où il faudra maîtriser. Et la problématique pour l'instant du machine learning fera qu'il y a toujours ces quelques pourcents de risque. Et notre vision, c'est de dire qu'on restera vraiment dans le domaine du traitement automatisé des langues, si on veut arriver à du 100% de maîtrise sur ces sujets.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas si on est dans les temps, parce qu'on passe... Ouais, 3 minutes. Juste une question pour être sûr d'avoir bien compris. Le type de contenu que digère les AI, en fait. Ça va de la vidéo, de l'audio. Alors aujourd'hui, ouais, alors aujourd'hui, l'IA peut vous permettre de rédiger des contenus, de vocaliser des contenus, de générer des images et de générer des vidéos. Je veux dire au niveau de l'AdSense. Et au niveau de l'AdSense, en fait, alors nous on utilise sur nos IA, en fait, on permet de faire du texte, on permet de faire du texte optimisé pour le vocal. Donc on va pas utiliser, on n'a pas développé nos propres systèmes de text to voice ou speech to text, mais on va optimiser. C'est un peu comme du formatage, pour ceux qui connaissent, c'est du SSML. Donc on va optimiser le texte pour qu'il ressorte mieux et on va automatiser le scénario pour des vidéos. Et on va faire le montage dynamique. Voilà. Et en entrée, on a très souvent des datas et du paramétrage de justement tout ce qui est nécessaire pour générer le texte, formater le texte. Alors les données, en fait, nous les IA apprennent sur des données, mais nous on éditorialise des données. Donc quand on est sur les données météo, on a différents fournisseurs de données météo. Quand on travaille avec des fédérations dans le sport, on travaille avec leurs API de données sportives. Quand on travaille avec certains médias que j'ai pu citer, on se connecte à leurs données. Et la donnée, c'est un grand sujet parce que très souvent, il faut la nettoyer. Je prends le média sportif dont je parlais tout à l'heure. Une compétition, un match peut s'appeler de 4 façons différentes. Un club de foot peut s'appeler de 10 façons différentes. Donc il faut pouvoir arriver à traiter ça en live. Il y a pas mal de travail. Voilà, donc nous, on est encore une fois sur l'éditorialisation de la donnée et donc le sujet de la donnée est assez important. Sur l'immobilier, c'est le DVF. On a la chance en fait d'être dans un monde où il y a de plus en plus de données aussi à disposition. Comment vous articulez l'usage d'un LLM type Claude ou autre, un modèle de langage, et l'IA symbolique? Alors en fait, notre force avec l'IA symbolique, c'est qu'on comprend les mots, on comprend leur articulation, donc on arrive à comprendre un texte en fait. Donc quand c'est généré, on arrive à comprendre des choses assez basiques, mais la relation entre les termes, etc. Donc on peut voir qu'on est en train de traiter un sujet, mais on est sorti du sujet. Donc c'est assez complexe. Mais en fait, on parle de chain of thoughts, donc de chaînage d'IA. Donc ça c'est assez passionnant. Donc on va avoir une IA qui génère, une IA qui contrôle, une IA... Et voilà, et en fait, nous, dans l'hybridation, dans ce chaînage d'IA, on met nos IA. Il y a des choses très simples, on sait compter, on connaît la grammaire, on a des corpus linguistiques, on lématise les mots, etc. Donc ça, c'est plein de choses techniques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend le résultat brut, et je vous invite à le faire, hein, si vous faites... une génération en ChatGPT, vous allez être un peu déçu. Donc très souvent, on fait 2-3 questions, on affine, etc. Voilà. Et notre particularité, en effet, c'est de dire, alors c'est très difficile à répliquer parce que c'est très long. En gros, on a codé les langues. Donc on a codé le français et d'autres langues. Et on a des corpus de synonymes, enfin voilà, plein de choses qui nous permettent de comprendre ces contenus-là. Et en gros, pour bien sûr de comprendre, vous faites des premières générations avec des LLM et après vous repassez une couche de symbolique par-dessus pour vérifier que vous trouvez d'équerre. Bon, caricature, mais... Ouais, ça c'est certains cas d'usage. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de données structurées Non, alors en fait, à la base, avant la révolution, alors nous on regarde ça depuis GPT-1, mais GPT-1 c'était il y a que 4-5 ans et GPT-1 c'était super, mais c'était de la bouillie, c'était de la poésie, c'était presque de l'art. Honnêtement, quand on regarde ce que ça générait, c'est assez incroyable. Après il y a eu Google Albert, il y a eu GPT-2.3. Donc voilà, aujourd'hui c'est assez bon, donc on est assez pragmatique, on dit voilà, tiens, là-dessus on a une vraie valeur ajoutée. Et donc dans certains cas on fait de l'hybridation. Voilà, sur tous les cas on est vraiment sur de la masse, on veut une maîtrise totale, on va être sur du symbolique. Très souvent, je paraphrase un chercheur en IA suisse, mais qui disait voilà, si je veux gérer une centrale nucléaire, je veux des choses qui soient maîtrisées à 100%. Et voilà, c'est du code, c'est de l'algorithmie, mais tout ça est maîtrisé. Et sur la masse, on est très vigilant par rapport à l'utilisation des modèles type GPT. Alors nous quand on fait souvent de l'image enrichie, donc en fait on a des bases e-stock et après on surexplore. Voilà. Et on a un accès à la base. Ouais. Sur les modèles, alors j'ai parlé
DALL-E et de Midjourney. Alors là, on fait du prompt. Alors il y a une grande question sur ces sujets-là. Pour l'instant, c'est en train de basculer. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est en train d'être aspiré en fait par les grosses plateformes type Getty et Adobe et autres. Donc là, je vous montre une image Adobe qui couvre les droits. Mais voilà, il y a ce sujet en tout cas dans les images notamment de base d'apprentissage pour générer les images et de droits associés. Alors, quand on est sur la plateforme SaaS, c'est un abonnement. Après, si vous voulez des modèles spécifiques, on peut vous activer des modèles spécifiques et il y a un surcoût de setup. Et après, donc là, c'est quelques dizaines d'euros. Hein, l'accès à la plateforme et déjà un certain nombre de modèles. Et ensuite, quand on est sur des gros projets, on regarde les datas disponibles, les formats. Un gros projet, je ne sais pas si vous voulez couvrir les JO l'année prochaine, voilà, avoir des textes qui sont avant match, enfin avant épreuve, post-épreuve, on va regarder le sujet de la data, du paramétrage et de la livraison. Donc il y a des setups et après des forfaits pour la génération. C'est ça le paramétrage en fait. On fait un paramétrage spécifique. Après, quand ça tourne, ça va de quelques centaines à quelques milliers d'euros et ça génère tous les jours ou selon les modèles, tous les mois, toutes les semaines. Non, on génère le contenu. C'est-à-dire qu'on se connecte à la data. Oui, on va se connecter à la data, oui, c'est ça. Et en fait, on va répondre à un brief, vous allez nous dire, moi je veux raconter, je sais pas, je reprends Capital sur les prix de l'immobilier. Ils voulaient produire, ils le faisaient avant sur quelques villes, ils veulent couvrir 100 villes, donc on regarde le brief, la longueur des textes, ce qu'on veut dire, ce qu'on ne veut pas dire. Et après, on paramètre tout le projet. Une fois qu'on est d'accord sur les résultats, donc on a un certain nombre de tests automatisés. Et après, une fois que c'est en place, ça tourne. Et ça se plug comment sur le site? Et après, alors il y a différentes façons de le plugger en API, ou sinon on fait des push automatisés qui vous envoient ça sur vos plateformes. On a des intégrations où on pousse directement sur des WordPress. En fait, ça c'est les joies, mais il y a autant de CMS pratiquement que de médias. Donc on s'adapte à chaque fois. On a une vraie culture, on gère encore certains sites nous-mêmes, donc on a une vraie culture éditoriale. Donc le but c'est d'accompagner, c'est-à-dire que ça ne soit pas pénible de derrière à gérer ou à intégrer. Ouais. On va regarder. Non, en fait la data, elle n'est pas forcément chez vous. Après, on va regarder votre brief, on vous dira ça c'est automatisable, c'est pas automatisable ou c'est semi-automatisable. Aujourd'hui, on accompagne. Parfois, on fait de la rédaction classique parce qu'on a historiquement, ça fait 20 ans qu'on est dans cet univers-là. Donc parfois, on va dire là, c'est de la rédaction qui sera faite de façon classique. Là, par contre, on peut vous faire gagner du temps et semi-automatiser, mettre en place ou adapter un certain nombre de modèles. Et sinon, si on est sur la volumétrie, on va vous dire, c'est un peu comme l'impression, c'est-à-dire une fois qu'on est les modèles totalement automatisés, il faut qu'il y ait quand même de la volumétrie, de la récurrence pour amortir les frais fixes. Alors je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, passer sur le stand et je vais passer la parole à Mathieu qui va vous parler d'abonnement et de partage d'articles, entre autres. Merci.